Salam alaikum, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission Tejini Talk. Alors ce soir, j'ai le plaisir de recevoir M. Koen Geens, le ministre belge de la Justice, CDNV. M. Koen, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, notre pays a subi 2 attaques terroristes, malheureusement. D'ailleurs, c'est une occasion en plus de présenter nos condoléances aux familles des victimes décédées et de montrer notre compassion, notre solidarité avec les familles des autres victimes et des victimes blessées. Monsieur le ministre, d'abord peut-être un petit mot par rapport à ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'était dramatique, évidemment. C'était des circonstances terribles dont on va toujours se souvenir. Ce que ça a prouvé pour ma part, c'est que pour l'instant, le cible des terroristes et les cibles sont un peu choisis par hasard, où il y a eu beaucoup de peuples. Ils ont commencé avec des cibles juives. Vous vous souvenez de l'attaque sur le musée juif. Pour l'instant, ils sont donc beaucoup moins prévisibles quant à leur cible. Ils veulent tuer plus de personnes en même temps. Ils sont suicidaires, ce qui rend les choses davantage compliquées, parce qu'ils peuvent se rendre partout à l'instant sans pouvoir être retenus. Ce qui ressort de leur déclaration, pour autant qu'elle soit vraie, à savoir que leur cible initiale était de nouveau Paris et Euro 2016 notamment, ce que j'apprends surtout de cette affaire, c'est que dès qu'il y a une intention ferme, elle peut s'exécuter n'importe où contre n'importe quelle cible. Et ça, évidemment, rend la tâche des services qui doivent contribuer à la prévention encore plus compliquée, parce qu'il ne suffit pas de dénouer un complot, il faut encore prévoir ce qui va se passer, ce qui se passe dès que la partie adverse sait que le complot est dénoué. Ce qui est davantage compliqué. Monsieur le ministre, au début, même après les attaques de Paris, certains hommes politiques en France et maintenant en Belgique aussi, on parle d'actes de guerre et que la France, la Belgique et les pays occidentaux sont en guerre contre ces terroristes. Est-ce que vraiment on est en guerre, monsieur le ministre? Je n'aime pas le mot parce que la guerre, en général, on la déclare et elle emporte l'application d'un droit international très spécifique. En l'espèce, il faut reconnaître qu'il y a une guerre au Moyen-Orient et que si jamais il faut parler d'ennemi, l'ennemi se trouve là. Et donc le grand danger pour l'Europe pour l'instant, c'est qu'on chercherait l'ennemi à l'intérieur de nos pays. Ce que ces jeunes terroristes font, soit idéalistes, soit en tant qu'anciens prisonniers désespérés, c'est exécuter des ordres qui viennent du Moyen-Orient. Et donc, dans cette mesure, je n'utiliserai jamais moi-même le mot de guerre. Reste que, pour eux, c'est une guerre. Et pour vous, c'est quoi alors? Pour moi, et dans mon chef, c'est la défense d'une façon tout à fait adéquate de tous nos citoyens contre des actes de terrorisme, mais qui restent des actes de pur terrorisme et qui ne sont pas des actes de guerre. Très bien. Alors, certains, on l'a tous constaté, y compris nos compatriotes, que ces terroristes sont finalement des jeunes belges nés ici, qui ont étudié ici, qui ont grandi ici, et qui finalement se sont fait exploser ici, qui ont mené des actes terroristes contre leurs propres concitoyens, de manière tout à fait hasardeuse, et qu'ils ont fait beaucoup de victimes innocentes. Ça fait quand même un choc pour beaucoup, c'est pas pour la majorité de la population belge, que de voir des jeunes belges d'origine, maintenant, par après on a commencé à parler des origines arabes ou musulmanes des terroristes, mais n'en demeure pas moins qu'il reste des Belges. Alors, est-ce que vous aussi, vous avez été choqué par le fait que ce soit des jeunes Belges qui ont commis ces attentats? Évidemment, on est choqué. Il faut néanmoins distinguer. Je crois qu'il y a 3 catégories à distinguer dans les jeunes terroristes qu'on découvre aujourd'hui. Ce sont d'abord des idéalistes assez naïfs qui sont saisis par
un fondamentalisme religieux qui ne s'explique pas, mais à un âge où on pourrait les considérer comme pardonnables, qui sortent de l'école et qui partent au Moyen-Orient. Comme des jeunes qui cherchent l'aventure, mais qui en même temps sont peut-être très convaincus de ce qu'ils font, mais qui n'ont pas de passé criminel. Deuxièmement, il y a une catégorie de désespérés qui ont un parcours de criminalité depuis un très jeune âge, qui ont passé un tiers de leur vie en prison et qui en sortent un peu amers peut-être et qui cherchent un sens et un destin, peut-être le destin de la mort, pour donner un sens à leur vie, quoi. Et alors, il y a une troisième catégorie que pour l'instant, je ne sais pas encore placer, ce sont des noms que je ne reconnais pas. Des noms qui viennent peut-être du Moyen-Orient, qui peut-être viennent d'autres pays en Europe, qui sont des alias par exemple, ce monsieur Choukri est quelqu'un de cette nature et qui n'a pas été éduqué chez nous. Donc, je dirais... Le deuxième suspect terroriste dans l'attentat contre la station métro Malbec, c'est ça? Ça, c'est monsieur Krayem, je crois. Ah, d'accord. Mais donc, il y en a de plusieurs types. Et ce qui les lie, en quelque sorte, c'est pour 90% encore parce qu'il y a très peu de non-maghrébins ou de non-musulmans parmi eux. Il y en a très peu, pour autant que je puisse en juger, mais il y en a eu un, M. Bunting, par exemple, c'était un Anversois qui n'était pas marocain d'origine ou turc d'origine ou quoi que ce soit. Ce qui les lie, c'est évidemment cette origine arabe. Mais pour eux, j'ai l'impression, le fait qu'ils ont été éduqués chez nous et ont peut-être reçu beaucoup de chance, mais peut-être pas assez, et tout cela, ça s'explique, mais que pour eux, c'est plus important de se sentir à un niveau international arabe ou musulman que d'être belge en premier lieu. Et ça, c'est évidemment un choc parce que ça rend la lutte très compliquée. Normalement, on a un contrôle social, des écoles, des parents, mais dès qu'il y a une vocation internationale, les communistes ont eu la même chose, à un moment donné, ou ceux qui se battaient contre le communisme ont aussi eu la même chose. Ils étaient internationaux, ce qui est très bien, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de frontières, mais dès que la violence se réunit à un niveau international, elle devient davantage compliquée pour lutter contre. Et donc, dans cette mesure, nous avons affaire à un problème qui est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense. Je vous dis seulement que, évidemment, si tout se passait d'une façon extrêmement sophistiquée et si le contrôle social dans la communauté musulmane était parfait, les gens dont vous parliez, qui sont nés chez nous et qui ont eu une éducation et qui ont été en prison chez nous, ils ne sauraient pas faire ce qu'ils font. Mais dès qu'on constate qu'il y a des tiers qui viennent, par exemple, de la Suède, qui viennent du Moyen-Orient et qui ont cette même vocation et qui savent infiltrer sans beaucoup de problèmes, ce n'est plus tellement évident. Et donc, je suis choqué, oui. J'aimerais que ces gens seraient davantage intégrés dans notre communauté et que peut-être nous et eux ont raté cette chance de faire tout ce qu'il fallait faire à cet égard, mais je souligne quand même la vocation internationale qu'ils ont, qui dépasse les frontières et que d'autres types de terrorisme comme le communisme et l'anticommunisme ont connu aussi. Et à ce moment-là, nous sommes devant un défi international qui est tout à fait différent. Donc on ne peut pas mener le combat qu'en Belgique pour essayer de éradiquer ce phénomène. Non, nous devons... La Belgique seule ne peut pas gagner ce combat. Nous devons avouer que nous avons un problème en Belgique. Ce n'est pas que je veux nier ce problème, mais je constate qu'à Copenhague, je constate qu'en Suède, je constate qu'à Paris, et que, par exemple, en 2001 à New York ou à Londres en 2005-2006 Madrid, des événements semblables se sont passés. Je ne veux pas dire par là que ce n'est pas un tout petit peu en raison du fait qu'il y a une communauté ici à Bruxelles qui donne lieu à l'aspect bruxellois des choses ou à l'aspect belge des choses, oui, mais ce n'est pas un phénomène purement belge, c'est un phénomène international. Encore aujourd'hui, en Russie, au sud de la Russie, il y a eu des attentats suicidaires
en Turquie aussi, Oui. et dans les pays musulmans, bien. C'est un phénomène international. Mais pour revenir à la Belgique, Monsieur le ministre, vous parliez des gens qui viennent de Suède, d'autres pays, mais il y a aussi l'influence des nouvelles technologies. Avec l'Internet, on peut communiquer des messages radicaux, haineux, etc., avec ces télévisions satellitaires de certaines chaînes radicales religieuses islamiques qui viennent du Moyen-Orient. On a l'impression que parfois on ne prend pas le problème au sérieux. C'est comme si on laissait faire. Est-ce qu'on ne peut pas prendre des mesures avec ces fournisseurs de services comme YouTube, comme certains satellites, pour empêcher la diffusion de ces messages radicaux? Oui. Disons d'abord que l'internationalisme n'est pas le fruit seul des nouvelles technologies. Il existait déjà au XIXe siècle, et même avant. Mais qu'il est vrai que nous devons davantage faire tout pour éviter que les nouvelles méthodes de technologie soient utilisées à cette fin, ça c'est clair. Nous le faisons aussi, donc je crois que dans la plupart des pays européens, aussi chez nous, nous avons des nouvelles législations qui permettent de mettre au même pied l'Internet, le Skype, le Vipers, que le téléphone d'antan, mais il est vrai que ces providers, qui sont de temps à autre dans un autre pays lointain, ne sont pas toujours prônes à nous communiquer toutes les données que la législation interne nous demande nous autorise de leur demander. Belgacom va plus facilement répondre à une demande qu'Apple, par exemple. Et donc, à ce niveau-là, les pays, M. Obama a récemment, je crois, amèrement reproché à Apple de n'a pas davantage coopéré, parce qu'en protégeant la vie privée du citoyen modal, que je respecte énormément, ce n'est pas ça. Et évidemment, M. Snowden a fait une grande différence là, parce que les Américains ont un peu abusé de la nouvelle technologie pour faire des intrusions dans la vie privée de leurs citoyens. Mais en admettant ça, en même temps, on rend difficile la lutte contre les terroristes modernes, je dirais, qui ne sont même pas tellement modernes, mais suffisamment pour évidemment... ils utilisent maintenant le Twitter, le Facebook, le YouTube. C'est évident, ce sont des enfants de leur époque. Juste après les attentats, certains hommes politiques belges ont commencé à pointer du doigt ce qu'ils appellent l'échec de l'intégration, l'islam radical qui se propage en Belgique, le non-contrôle des mosquées. Est-ce que vous pensez que c'est... Est-ce que vous partagez le même point de vue? D'une façon nuancée, il faut toujours être ouvert à l'autocritique. Et il est sans doute vrai que nous aurions pu faire mieux quant à l'intégration de tous les jeunes musulmans que nous avons fait. Mais dire que c'est un échec total, au contraire, il y en a beaucoup. Et la plupart qui se sont très bien intégrés, qui se considèrent vraiment et totalement belges et qui contribuent à notre vie culturelle, sportive, au travail quotidien de tous les jours d'une façon productive et formidable. Et donc, ce n'est pas du tout un échec total. Reste que l'aspect de radicalisme qui est présent comme risque dans tout jeune, comment dirais-je, audacieux, pas dans tout jeune, mais dans tout jeune audacieux, que ce risque est davantage présent si on ne contrôle pas les canaux de radicalisation potentielle. Et là, je crois que nous pouvons faire mieux, oui. Très bien. Vous êtes le ministre de la Justice, vous êtes responsable, vous avez en charge le dossier de l'organisation de l'islam, on va dire, de Belgique. Il y a un exécutif des musulmans de Belgique, c'est l'organe chef de culte officiel reconnu par notre pays. Vous en avez la tutelle. On a beaucoup critiqué cet organe qui a été mal formé, qui connaît beaucoup de divisions internes, qui n'est pas bien organisé, etc., etc. La liste est longue des critiques. Je ne sais pas, vous, le ministre de tutelle, est-ce que vous pensez que l'exécutif actuel, avec
son organigramme actuel, ses compétences actuelles, est capable de mettre un peu d'ordre dans l'organisation du champ religieux islamique en Belgique? Disons que... Et avec les moyens qu'il a, bien sûr. N'importe quelle structure a besoin de grandes personnalités pour se faire respecter. Hein. Ce n'est pas la structure en tant que telle qui compte. Je constate que, et je ne veux dire rien par là, mais c'est un constat que l'hiérarchie que connaît par exemple la religion catholique, que je connais beaucoup mieux que la religion musulmane, n'est pas toujours présente chez vous. Mais ce que je dis à mes concitoyens catholiques en général, mes co-croyants, c'est, supposons pour un instant de raison que les chrétiens, devant le ministre de la Justice, se trouveraient dans un seul organe où les Coptes, les Armènes, les catholiques, les orthodoxes, les protestants devraient trouver leur place. Est-ce que ça serait facile? Non, du tout. Du tout. Mais ils ont tous une hiérarchie autonome et sont tous reconnus de façon autonome par le ministère de la Justice. Et donc, l'exercice pour les musulmans est compliqué, hein, parce qu'il y a les Turcs, il y a les Marocains, il y a... Enfin, je ne dois pas vous expliquer. Serait-il possible peut-être d'avoir un organe sunnite et un organe chiite? Je crois, un organe salafiste, un organe soufiste qui seront tous reconnus par vous? Non, je ne crois pas, parce que les musulmans ont eux-mêmes préféré d'être unis, hein, en quelque sorte. Et donc je ne veux pas provoquer cela par mes paroles, au contraire. La seule chose que je veux dire, c'est qu'il faut accepter que ce n'est pas tellement évident ce qu'on a demandé à la communauté musulmane. Je constate qu'aujourd'hui, on a une dynamique qui est productive, qui est positive, qu'avec le nouveau président, M. Echaloui, qui a remplacé de concert et avec, comment dirais-je, M. Smaili, qui était tout à fait d'accord, qu'il y a une nouvelle dynamique. Nous leur avons attribué des nouveaux moyens parce que c'était bien nécessaire pour leur infrastructure et leur secrétariat. Et le rôle qu'a joué l'exécutif musulman après les attentats, en ouvrant d'entre autres une ligne téléphonique pour les parents de radicalisants, etc., me donne beaucoup d'espoir. Donc ça prend son temps, c'est normal, l'exécutif n'est là que depuis 20 ans. Dans la perspective de l'histoire, c'est un soupir. Hein. Donc je suis très positif pour l'évolution, mais il faut qu'il gagne de l'autorité vis-à-vis les autorités belges, mais aussi vis-à-vis leur communauté. Et à ces deux égards, je crois, les semaines qui se sont écoulées ont donné une impression très positive. Est-ce que vous êtes optimiste ou c'est faisable dans ce que certains appellent l'influence de l'islam des ambassades, de l'islam des pays étrangers? Est-ce que c'est déjà une réalité ou une fiction, un fantasme? Je ne suis pas sûr ce que exactement est votre question, mais j'ai l'impression que les pays d'origine préfèrent en quelque sorte tenir un certain contrôle sur leur diaspora, si je puis ainsi m'exprimer. Hein. Et la Belgique n'y aurait jamais pensé par rapport à ces citoyens qui seraient émigrés vers les États-Unis, par exemple. Mais jamais. L'ambassade à Washington les accueille évidemment quand ils ont une question, mais on ne contrôle pas. Et contrôler, c'est peut-être trop fort, mais vous comprenez ce que je veux dire. On n'est pas dans un lien tellement direct que c'est le cas, par exemple, par rapport à la nation marocaine ou la nation turque. En même temps, ça garantit une cohésion et un contrôle social qui sont peut-être nécessaires dans un premier temps, que je ne vois pas chez les Italiens immigrés, que je ne vois pas chez les Portugais immigrés, mais que je vois donc dans les communautés musulmanes. Il faut trouver là le juste moyen, je crois. Parce que d'une part, ça donne une force. D'autre part, ça ne permet pas toujours l'intégration nécessaire. Et donc, il faut trouver le juste moyen, mais je suis fort positif par rapport aux possibilités que nous avons à cet égard, et je trouve que la sagesse nous donnera
l'inspiration nécessaire. Dans le même sens, certains hommes politiques, surtout bruxellois, ont critiqué l'influence de l'islam wahhabite de l'Arabie saoudite via la grande mosquée du cinquantenaire. Je ne juge pas, certainement pas en public, de la chose que vous me demandez. Seulement, ça démontre qu'il faut trouver le juste moyen, si ça c'était vrai. Hein. Parce que la grande question est, est-ce que quand on entre en mosquée, est-ce qu'on est au Maroc? Est-ce qu'on est en Turquie? Est-ce qu'on est au Pakistan? Est-ce qu'on est en Arabie Saoudite? Ou est-ce qu'on est dans un mosquée musulman? Et moi, j'ignore la réponse parce que je ne suis pas musulman, mais il est clair qu'un pays comme le nôtre et comme tout pays européen ne peut pas supporter qu'il y ait quelque part, en raison d'une religion ou de motifs politiques, une sous-culture ou une subculture qui serait de nature à provoquer un extrémisme violent. Ça, on ne sait pas supporter, c'est impossible. Et donc, c'est pour ça que nous devons davantage contrôler la formation des imams, non pas pour dire aux pays d'origine qu'ils n'ont pas leur tâche, au contraire, parce que je crois qu'ils le font dans la plupart des cas très bien, mais nous devons faire chapeauter cette formation par une formation belge qui est enfin de la formation religieuse et qui donne, comment dirais-je, l'inspiration pour rester dans un cadre européen sans nier l'essence de la religion même, dont l'État et avec laquelle l'État n'a vraiment rien à voir. Mais qui va mener ce projet? Parce que pour l'instant, il n'existe pas. Est-ce que c'est l'État fédéral, c'est les régions? Nous essayons de mener ce projet en concertation avec les ministres de l'éducation en Flandre et dans la région francophone, M. Marcourt et Mme Krevits, et je crois qu'on va aboutir. Mais comme tout, comme l'exécutif musulman, ça prend un certain temps. On ne peut pas brûler les étapes. Les Allemands l'ont fait, d'une façon, je crois, peut-être assez radicale, mais fructueuse. Les Autrichiens ont fait autre chose qui n'a pas été apprécié par les pays d'origine. Je vais aussi ici essayer de trouver le juste moyen en concertation avec la communauté ou les communautés et avec l'exécutif musulman et les pays d'origine. Brièvement, dernier volet de cet entretien, si vous le permettez, Monsieur le Ministre. Vous êtes aussi en charge, vous avez la tutelle des services de la sûreté de l'État, nos services de renseignement. Certains parlent de la coopération sécuritaire et de renseignement entre le Maroc, entre certains pays bien sûr et la Belgique, notamment le Maroc. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez encore renforcer quand on voit ce qui s'est passé, quand on remarque que certains, si pas la majorité des terroristes sont d'origine marocaine? Est-ce que c'est une raison? La coopération est le seul ici, le seul issu. Par manque d'intégration, ça serait difficile d'intégrer les services marocains et belges, mais il faut coopérer d'une façon très intense. Je crois que nous le faisons. Et ça a permis plusieurs arrestations d'hommes probablement coupables ou en tout cas suspects. Et donc nous devons le faire avec tous les services de pays qui nous sommes proches. Sinon, on ne sait pas combattre cette criminalité qui ne connaît pas de frontières parce que par nature, comme je l'expliquais tout à l'heure, elle est internationale. Dans les dernières arrestations des terroristes, est-ce que les services marocains y étaient pour quelque chose ou pas? Là, le ministre de la Justice n'est pas censé commenter. Très bien, Monsieur le Ministre, un dernier mot. Peut-être le rabbin Guigui, dans un dernier entretien, vous connaissez certainement, Albert Guigui, avait déclaré qu'il ne faut plus parler du vivre ensemble, mais plutôt du construire ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Le rabbin Guigui, qui par ailleurs est né au Maroc et qui parle parfaitement l'arabe, il me dit toujours, Monsieur le Ministre, il nous faut un projet. Il faut quelque chose vers quoi on peut s'orienter, et c'est ça qu'il veut sans doute dire avec construire. Et il est vrai, en construisant ensemble
une grande remise. En anglais, on dit building the barn. Il y a des religions où, quand quelqu'un se marie, tous les autres viennent vous aider pour construire la maison ou la remise pour les animaux. Je crois qu'il a tout à fait raison et je constate que, indépendamment du ministre de la Justice, les différentes religions s'entendent. Par exemple, M. Guigui et M. Echalaoui sont allés ensemble vers le lieu de Maalbeek où il y a eu l'explosion dans le métro pour commémorer les victimes. Et donc, je suis certain qu'avec des hommes d'une telle qualité, on va pouvoir construire une Europe tout à fait originale, qui a existé d'antan et qui devra renaître. Donc vous ne craignez pas qu'il y ait des tensions après ce qui s'est passé entre différentes communautés? On a vu la réaction de certains skinheads et tout ça de venir manifester à Bruxelles. Oui. Est-ce que vous pouvez apporter un message, je ne sais pas, rassurant ou réaliste? Ça, c'est très déplorable, mais j'ai vu beaucoup plus de gens qui ont montré une solidarité que de gens qui se sont désolidarisés. Et j'ai eu beaucoup plus de lettres, de mails, de sympathie que de désapprobation. Donc je crois que la plupart des gens a bien compris que nous tous, agnostes, libres, exaministes, musulmans, juifs, catholiques, orthodoxes, protestants, nous avons la vocation de travailler ensemble, de nous comprendre, de nous respecter et de faire en sorte que cette Europe qui est formidable, qui a toujours été composée de différentes religions. On peut retourner au Moyen-Âge, on a toujours connu ce défi et il faut l'accepter, l'assumer et construire ensemble. Monsieur le ministre, enfin je salue votre optimisme et dans le même sens, ce serait le mot de la fin. Je ne peux pas m'empêcher de manifester notre solidarité avec la chaîne KTO, la chaîne des catholiques francophones, qui a été supprimée malheureusement par le réseau Belgacom TV, Proximus TV, donc il ne sera plus diffusé à partir du mois prochain. Nous protestons comme KTO et certains autres démocrates contre la suppression de cette chaîne, de cette voie de diversité. Je ne sais pas, Monsieur le Ministre, un mot par rapport à ça? Je ne juge pas de l'affaire concrète parce que je ne la connais pas. Mais il est évident que nous devons encourager la diversité, que nous devons donner à toutes les religions et toutes les communautés la chance de s'exprimer via les chaînes, que ça comporte à notre avenir commun. Et donc, dans cette mesure, je suis partisan d'un accès aussi grand que faire se peut. Mais il peut y avoir des problèmes pratiques qu'un pauvre ministre de la Justice ignore, donc ne méprenez pas mal mes mots par rapport à la... Monsieur Koolkens, ministre de la Justice belge, CDNV, merci beaucoup pour avoir répondu à notre invitation. Merci. Quant à moi, chers téléspectateurs, bonsoir, ma salama.